Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 1er septembre 2022. On commence tout de suite notre sélection avec ce compte-rendu, la 4e session ordinaire du Comité des ministres africains du développement local sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation a été lancée sous les directives du président de la République Abdel Fattah el-Sisi pour approfondir la coopération et les relations conjointes avec les pays de l'Afrique, du continent africain dans divers domaines. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Hamed et Ayachal. L'Égypte a reçu les ministres du développement local du Burundi, de la Libye, de Madagascar, du Malawi, du Maroc, du Niger, du Soudan du Sud et de l'Ouganda, du Zimbabwe et des représentants de plusieurs pays africains au siège régional des villes d'Afrique du Nord au Caire. La 4e session ordinaire du Comité des ministres africains du développement local a été lancée sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi du 29 au 31 août dans le but d'approfondir la coopération et les relations conjointes avec les pays de l'Afrique continent dans divers domaines. La conférence a eu lieu en présence des délégués de 55 pays africains et des représentants du Programme des Nations Unies pour les établissements humains et du Programme alimentaire mondial, l'Organisation des villes et gouvernements locaux africains et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Les activités de la conférence des ministres africains du développement local comprennent la signature de l'accord du pays hôte pour le sommet des villes africaines 2025 au Caire, tenir une conférence de presse pour le ministre du développement local, élire les membres du bureau de l'Union africaine et présenter le rapport de la réunion d'experts. Une occasion de passer en revue les réalisations les plus importantes que l'Égypte a réalisées au cours des dernières années pour le développement des villes, le développement durable et les infrastructures, et d'affronter de nombreux défis auxquels l'Égypte a réussi à trouver des solutions. Organiser des visites et des circuits pour les délégations africaines participantes pour voir certaines des réalisations de l'Égypte dans certains domaines vitaux, en particulier les projets nationaux réalisés par la capitale administrative, le Grand Musée égyptien, le Musée de l'Égypte de la civilisation, la région de Ain Sira, le développement du Caire historique et des projets d'infrastructure. 3 séances de discussion ont eu lieu sur la perspective africaine locale, sur l'action climatique en vue de la COP27, la sécurité alimentaire et les chaînes de valeur alimentaire, et l'initiative Vie décente comme modèle pour la transformation rurale africaine. Puis la déclaration finale de la conférence sera publiée, y compris les recommandations finales de la conférence. Un certain nombre de ministres et hauts fonctionnaires africains participant à la conférence discutent des cadres de coopération bilatérale entre l'Égypte et ces pays et échangent leurs expériences. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé que l'État égyptien était soucieux de sa profondeur africaine, de la mise en œuvre des objectifs de l'agenda Afrique 2063 et de l'enracinement des principes de coopération et de complémentarité entre les pays du continent pour atteindre la prospérité des peuples africains. Le ministre du Développement local, Hichem Amna, a pour sa part salué les efforts du président Sisi, du gouvernement et de toutes les institutions étatiques égyptiennes pour assurer un avenir meilleur au peuple du continent africain et mettre en œuvre les objectifs de l'agenda de développement durable en Afrique 2063. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Saleh, qui est conseiller économique et expert en économie. Bonjour, Dr Amr. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, comment voyez-vous la tenue de cette conférence, cette 4e session du 8e comité spécialisé de l'Union africaine, sa tenue au Caire, en Égypte? Écoutez, je suis désolé, mais je vous entends très mal. Je n'ai pas entendu la question. Oui, je parlais de la... problème dans le son. Je parlais, quelle est votre opinion d'inviter la 4e session du 8e comité? Je vous entends très mal. J'arrive pas à déchiffrer ce que vous dites. Je suis désolé. Je crois qu'il y a un problème de son. Allô? Il y a un problème pour vous, vous ne m'entendez pas alors? Allô? Parfait. Chers téléspectateurs, on va essayer de régler ce problème technique.
Entre-temps, nous passons à notre information suivante. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a participé les 27 et 28 août en Tunisie à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD. Il a présenté la vision de l'Égypte sur les moyens de soutenir le continent face aux crises mondiales. Dr Madbouli a prononcé un discours au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Par ailleurs, il s'est entretenu avec son homologue japonais de la coopération bilatérale et s'est entretenu avec le président tunisien Kais Saïd et le Premier ministre tunisien. Lancé par le Japon en 1993, la TICAD est organisée sous les 3 ans à l'initiative du gouvernement japonais conjointement avec les Nations Unies, l'Union africaine et la Banque mondiale. Cette année, le Japon a dit vouloir instaurer un vrai partenariat avec l'Afrique. Dans son discours prononcé samedi à la séance inaugurale de la TICAD 8, Dr Madbouli a exhorté la communauté internationale à soutenir la politique agricole africaine pour parvenir à l'autosuffisance et au développement durable, mettant en garde contre l'impact de la crise alimentaire mondiale sur la paix et la sécurité du continent noir. Selon lui, il faut trouver des moyens de contrôler la hausse mondiale des prix des produits de base et d'alléger la dette du continent africain. Le Premier ministre a en outre appelé à soutenir les petites et moyennes entreprises en Afrique dans le cadre du plan Yokohama lancé par le président el-Sisi et le défunt Premier ministre japonais Shinzo Abe en 2019 lors de la TICAD 7 à Yokohama au Japon. Ce plan vise à faire progresser le développement de l'Afrique en investissant dans les personnes, la technologie et l'innovation, en accélérant la transformation économique et en améliorant l'environnement des affaires. Le Premier ministre a jugé nécessaire d'activer la zone de libre-échange continentale africaine, la décrivant comme la pierre angulaire de l'intégration économique recherchée par l'Afrique. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, président désigné en charge de la COP27, a appelé lundi toutes les parties africaines concernées par l'action climatique à poursuivre leurs efforts pour réaliser la justice climatique. M. Shoukry a tenu ses propos dans son allocution prononcée lors de la séance d'ouverture de la Semaine africaine du climat 2022 ACW qui se tient au Gabon en présence du président gabonais Ali Bongo Ondimba et du ministre des ministres et de hauts fonctionnaires des pays africains et de l'ONU concernés par les questions climatiques. Dans son allocution, M. Shoukry a exprimé sa gratitude au Gabon pour avoir accueilli cet événement afin de relever plutôt les défis auxquels est confrontée l'Afrique en matière de questions climatiques. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez. Et les opportunités de coopération entre l'Égypte et le Djibouti et le transfert des expériences égyptiennes aux côtés djiboutiens dans l'industrie du pétrole et du gaz fait l'objet d'examen lors d'un entretien entre le ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales, Tariq El-Molla, et le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younes Ali El-Jidi. Je cite, « Partant de son rôle historique soutenant ses frères africains, l'Égypte œuvrera à soutenir Djibouti dans le cadre des consignes de la direction politique de prendre des mesures pratiques afin d'atteindre le rapprochement égypto-africain, notamment dans les domaines vitaux tels le pétrole et le gaz », c'est ce qu'a déclaré le ministre. Et le calme régnait de nouveau à Bagdad hier après environ 24 heures de violences meurtrières dans l'impasse politique qui dure depuis près d'1 an ne semble pas vouloir s'apaiser. Des élections législatives anticipées ont eu lieu en octobre 2021 et l'Irak est dans une impasse politique depuis ce scrutin remporté par le dirigeant populiste chiite Muqtada Sadr.
La deuxième force politique du pays est un agrégat de partis chiites, le cadre de coordination rassemblant les forces de l'ex-premier ministre Nouri al-Maliki, ainsi qu'un ensemble de partis dont certains sont issus de groupes armés ayant combattu Daesh et réputés proches de l'Iran. Dans ce contexte, Muqtada al-Sadr a insisté pour former un gouvernement de majorité, c'est-à-dire sans y associer ses adversaires du cadre de coordination. Les alliances qu'il a conclues ne lui ont pas permis d'y parvenir. En conséquence, le pays n'a depuis plus de 10 mois ni nouveau président ni nouveau Premier ministre. Cet enlisement a contribué à effriter la capitale politique de Muqtada al-Sadr et il a commencé à être perçu comme celui qui bloquait la situation. Et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghait, a déclaré qu'il suivait avec une grande inquiétude l'évolution dangereuse de la situation en Irak. Par ailleurs, lors d'un appel téléphonique avec le président irakien Barham Saleh et le Premier ministre Mustafa al-Kazimi, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la nécessité d'un dialogue et a exprimé la volonté du Caire de contribuer à tout effort commun pour éviter l'escalade. Je suis attristé par le résultat de l'évolution actuelle dans ce pays frère qui possède de forts liens historiques de fraternité et d'arabisme avec l'Égypte. C'est ce qu'a indiqué le président Sisi, appelant toutes les parties irakiennes à donner la priorité à l'intérêt suprême de leur pays afin de surmonter cette crise politique par le dialogue et d'assurer aux Irakiens la stabilité, la sécurité et la prospérité. M. Saleh a remercié le président Sisi pour le soutien apporté par l'Égypte à l'Irak et il s'est félicité des relations et des liens historiques entre les deux pays. Al-Kazimi a exposé à El-Sisi les actions en cours destinées à poursuivre le dialogue. La zone verte fortifiée de Bagdad, où se trouvent les ambassades et les institutions gouvernementales, a connu mardi des affrontements armés pour la deuxième journée consécutive. 23 personnes ont été tuées depuis lundi après que le religieux chiite Muqtada al-Sadr a annoncé qu'il se retirait de la vie politique. Cette décision a conduit des milliers de ses partisans à prendre d'assaut le palais présidentiel et à se heurter à l'armée ainsi qu'aux membres des unités de mobilisation populaire pro-iraniennes. Après la prise d'assaut du palais, Al-Kazimi a suspendu les réunions du cabinet jusqu'à nouvel ordre et il a convoqué une réunion de sécurité d'urgence au quartier général militaire. L'agence de presse irakienne a rapporté lundi soir qu'Al-Sadr avait entamé une grève de la faim jusqu'à la fin des violences. Mardi, il a ordonné à ses partisans de se retirer du Parlement, une décision saluée par Al-Kazimi. Le président américain Joe Biden, pour sa part, a appelé les leaders politiques irakiens à ouvrir un dialogue national pour résoudre la crise politique en cours à l'occasion d'un échange téléphonique avec le Premier ministre Mustafa al-Kazimi, a fait savoir la Maison-Blanche. Et des combats meurtriers ont éclaté cette semaine entre factions rivales à Tripoli. Ils font redouter le pire alors que la Libye reste divisée entre deux gouvernements rivaux. Scène de guerre à Tripoli, rafales de tirs et bombardements, voitures calcinées et bâtiments criblés de balles ou incendiés. Colonnes de fumée grisâtre dans le ciel de la capitale libyenne. Vendredi et samedi dernier, des combats de rue ont éclaté dans plusieurs quartiers de Tripoli. Les combats ont opposé des milices rivales sur fond de chaos politique avec deux gouvernements. Au moins 32 personnes sont mortes et 159 ont été blessées selon le dernier bilan officiel. 6 hôpitaux ont été touchés par les frappes tandis que les ambulances n'ont pas pu accéder aux zones de combat. C'est ce qu'a également annoncé le ministre de la Santé.
Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre sélection pour cette édition de Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.